J'ai toujours été nostalgique du YouTube des années 2007-2010. Déjà parce que c'est à cette époque que je découvrais Internet vraiment et que, comme beaucoup, j'avais l'impression de mettre les pieds dans un monde infini. Une sorte de Far West numérique où tout était possible et contrairement à aujourd'hui où le web est ultra structuré, commercialisé et cadré par les plateformes qui imposent leurs règles, leurs programmes après avoir vu que finalement les moins de 35 ans ne regardaient quasiment plus la télévision, à l'époque, Internet c'était un vrai bordel et c'était aussi un terrain d'expérimentation sauvage, un espace où n'importe qui pouvait devenir une star d'un jour sans le vouloir, où les vidéos les plus absurdes devenaient virales et le restaient longtemps. Et comme à peu près tout ce qui est cool et addictif, y a une contre-indication, une phase sombre, truc un peu caché, comme avec, le Viagra ou la musique de Kanye West, faut faire attention. Mais cette phase cachée, elle est sombre. Mais quand je dis sombre, c'est vraiment très très sombre. Je dirais même qu'elle est sombre et existentielle. Ouais. Sombre et existentiel. Ouais, l'usine à trombone. Tout ça. Enfin bref. Gros storytelling en approche là. Le mauvais côté de tout ça, c'était que l'internet de l'époque, c'était un internet sans filtre. Un endroit où les moqueries, les clashs et les trolls régnaient en maître. Un internet géré par des ados, des nerds et des mecs qui s'ennuyaient, qui trouvaient un malin plaisir à démonter les autres pour le sport. Et même si aujourd'hui on parle beaucoup de cyberharcèlement et de la toxicité des réseaux sociaux, faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était une norme, hein. Tout le monde s'en foutait, et en particulier les adultes qui comprenaient pas trop internet à l'époque. Se faire humilier en ligne, voir son nom transformé en mème, être parodié jusqu'à l'overdose, c'était presque un rite de passage, et ni la loi ni les mentalités de l'époque ne pouvaient vous sauver du tribunal populaire qui s'abattait sur vous si vous aviez le malheur d'upload une vidéo naïvement. Et dans ce chaos numérique, certains sont devenus célèbres malgré eux, pas parce qu'ils étaient particulièrement talentueux, ni même parce qu'ils cherchaient la lumière, mais simplement parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont posté une vidéo, souvent sans prétention, et internet s'en est emparé. Et y a aussi une grosse partie de mauvais goût. Hein, voilà, faut le dire. Non mais je suis mignon depuis tout à l'heure, mais c'est quand même le dénominateur commun. Hein. C'est donc comme ça qu'on a vu émerger toute une galerie de personnages improbables devenus des figures cultes d'internet, parfois moqués avec bienveillance, souvent traînés dans la boue. Et parmi eux, il y avait une catégorie bien spécifique qui m'a toujours fasciné, les rappeurs. Des mecs qui, dans un élan de sincérité absolue, tentaient de percer sur YouTube avec des morceaux bricolés, des clips fauchés, des textes maladroits, des mecs qui voulaient juste rapper quoi, mais qui se sont retrouvés broyés par la machine du bad buzz. Amandine du 38, Morsay, Michel, ce sont tous devenus des noms cultes, pas grâce à leur musique, mais à cause de l'acharnement qu'ils ont subi. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'avec le recul, ils sont presque plus mémorables que beaucoup d'artistes qui ont percé à la même époque. Parce qu'au fond, ils incarnaient quelque chose de profondément sincère, une forme de naïveté qui n'existe plus vraiment sur internet aujourd'hui. Sur ma chaîne, je parle souvent de rappeurs que j'aime, mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ces perdants magnifiques, ceux qui ont marqué YouTube malgré eux, et de comprendre au fond pourquoi les rappeurs nuls d'internet en disaient bien plus sur nous que sur eux-mêmes. Je suis bon capéra, à cause du tort, code pénal. Faut te rabattre, comme les raps qu'on s'en rabattent, à fond dans l'autre sens de la droiture. Du rap pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Vous savez, en préparant cette vidéo, j'ai replongé dans les tréfonds d'internet. Et je parle pas juste de YouTube ou Dailymotion, hein. Je parle des blogs Skyrock de l'époque, des sites de fans codés en HTML à la main, et surtout des MP3 pirates compressés à 96 kbps planqués sur des forums très obscurs. Le genre de fond de l'iceberg où tu pouvais retrouver un freestyle de L.I.M bien bresson planqué derrière 5 pubs de poker en ligne. Et soudainement, je me suis senti en danger. Non pas parce que j'étais accidentellement tombé sur un featuring entre Florent Pagny et Big Ali, et je vous jure ça existe. Et parce que je me sentais pas protégé dans cette jungle virtuelle. Et là vous m'auriez dit, mais non t'inquiète frérot, c'est ok, t'es en navigation privée. Non, pas du tout en fait. La navigation privée, c'est un pansement sur une plaie ouverte. Ça n'empêche ni ton fournisseur d'accès, ni ton taf, ni ton école de savoir que t'es en train de te Jean-Jass le caballero sur des freestyle grunt de 2011, ok? Et c'est là que CyberGhost VPN entre dans la boucle. CyberGhost VPN, c'est un VPN ultra simple à utiliser qui chiffre toutes tes données et te permet de naviguer en mode fantôme. Genre, personne ne voit ce que tu fais, même pas CyberGhost eux-mêmes. Et attention, hein, je te parle pas du petit VPN de ton quartier. CyberGhost, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs notés excellents sur Trustpilot par plus de 20 000 personnes.
jeunes. La folie totale en fait, on est où là? Avec CyberGhost, téléportez-vous dans le monde n'importe où en un clic. Plus de 40 plateformes de streaming à débloquer, jusqu'à 50% de contenu en plus et même des promos planqués réservés à certains pays. Franchement, pourquoi se contenter de moins quand vous pouvez avoir le maximum? Tu veux mater le catalogue Netflix américain? Tu peux. Tu veux t'aimer un clip allemand bloqué en France? Tu peux. Tu veux croire qu'en bossant dur, en faisant les bons choix et en restant positif, tu vas rattraper 30 ans d'inégalité structurelle? Tu peux pas. C'est pas possible. Non, je suis obligé de te le dire, à un moment donné, faut être réaliste. Pour vous y mettre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et paf, 4 mois offerts et 83% de réduction. Bref, protégez votre vie privée, accédez à des contenus exclusifs sur internet et surtout, faites des économies. Et en plus, vous pouvez tester CyberGhost sans aucun stress grâce à leur garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Merci encore à eux de sponsoriser la vidéo. Ça a mal tourné, plein de critiques et de méchanceté, c'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Tout commence en décembre 2008 quand Amandine, jeune grenobloise de 23 ans, fan de rap, décide de se filmer le plus innocemment du monde en train de rapper sur la prod de Garde la pêche de Booba. J'adore aider les pays en difficulté, car pour eux ils sont pauvres, mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 € là-bas, ça fait 333 000 CFA. Quand j'étais au Sénégal, les écoles maternelles étaient payantes, alors les parents des enfants les inscrivaient pas. Ce que vous venez de voir, si vous avez moins de 25 ans, c'est juste une meuf qui rappe mal. Et si c'était sorti aujourd'hui, il y a fort à parier que vous seriez tombé sur la vidéo sur TikTok, vous auriez rigolé 20 secondes, et puis vous seriez passé à autre chose, sans même prendre la peine de l'ajouter à vos favoris. Parce que oui, en vrai, des Amandine du 38 aujourd'hui, sur TikTok, ça pullule. Mais là, on est en 2008, et ce qu'Amandine vient de faire va changer sa vie à jamais. Et pas pour le meilleur, hein. À l'époque, sur internet, elle s'appelle Miss Amanda, et la raison pour laquelle elle publie cette vidéo, c'est tout simplement pour s'améliorer et recevoir des conseils en rap. Vraiment, ça paraît être un détail comme ça, mais en fait c'est super important, hein. Ça veut dire que sa démarche était initialement archi saine et innocente. Et en l'occurrence, le nom de Amandine du 38 ne vient pas du tout d'elle, puisqu'elle a percé avec ce pseudo une fois repéré dans le 6-9 d'énergie, qui va flairer un bon moyen de faire de l'audimat sur le dos d'une jeune fille qui a juste cliqué sur upload. Et Amandine, la rappeuse du 38, revient. Et elle est très très en colère. Écoutez. Ouais, je me parle mal fou, ceux qui me taillent, ceux qui me taillent, qui me critiquent, qui disent que je sais pas rapper. Mais vous, non c'est vous alors. Ouais gros. Ouais, c'est celui qui dit qui est. Ouais, de toute façon, pour tous ceux qui me clashent, eh ben c'est vous. Voilà. Vous êtes pas gentil. Et oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un gros média mainstream dont l'émission, composée de plusieurs adultes matures et responsables, qui va lancer, en se foutant de la gueule d'Amandine, une véritable cabale virtuelle contre elle. Rapidement, Amandine va devenir la personnalité la plus détestée, mais aussi la plus symptomatique du harcèlement démesuré qu'on pouvait retrouver au début d'internet, souvent dû à des vidéos catastrophiques devenant virales accidentellement. Le harcèlement était quotidien, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, hein. Elle a dû même quitter sa classe car elle se faisait constamment traiter de trisomique. La vie scolaire et ses parents étaient désespérés et voulaient même qu'elle arrête de publier des vidéos car son frère et ses parents se faisaient aussi insulter. Et pour une raison que j'ignore, Amandine du 38 ne va pas s'arrêter là. En fait, elle va pas s'arrêter du tout, hein. Est-ce qu'elle était consciente? Je sais pas, je pense que non. Et au même titre que je trouve complètement bête de demander à une femme de mieux se couvrir pour se soustraire au regard supposément pervers des hommes, bah je trouve ça complètement con de demander à quelqu'un qui rappe mal, encore plus quand c'est un amateur, de lui demander de se soustraire aux critiques, parce que sinon, s'il sort son son et qu'on se moque de lui, c'est de sa faute. Genre bon, c'est vrai, les gens ont un peu abusé sur elle, mais en même temps, elle a un peu cherché, elle aurait pas dû s'exposer comme ça. Non. D'ailleurs, moi, chaque année sur ma chaîne YouTube, quand je fais le flop 10 des pires albums de rap, ma condition, c'est de prendre des rappeurs qui sont à un niveau professionnel, ou en tout cas qui ont une carrière. Parce que si je commençais à m'amuser à vous sortir dans le flop 10 des rappeurs amateurs enfuis sur internet, vous seriez choqués des choses sur lesquelles je tombe. Mais ce serait clairement du harcèlement pur et dur de jeter des rappeurs complètement amateurs et pas connus à mon public comme ça en pâture en les exposant sur ma chaîne. Parce que oui, après sa première vidéo, Amandine, elle a pas arrêté, hein. Elle veut devenir rappeuse, hein, pour de vrai, et elle y tient, et pour ça, elle doit sortir des morceaux. C'est donc comme ça qu'en 2010, elle revient sous le nom de Miss Sing pour tenter de sortir un album sous un label participatif avec My Major Company, et bon, malheureusement sans succès. Dans ce monde, il y a beaucoup trop
de méchanceté, c'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Internet c'est une façon de se faire connaître. Ce soir je viens de vous parler de mon malaise. Ça a mal tourné, plein de critiques et de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Je recommence le buzz pour espérer d'être heureuse. Dans mes paroles j'esquive les râleux et la râleuse. Dans ce monde il y a beaucoup trop de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Internet c'est une façon de se faire connaître. Ce soir je viens de vous parler de mon malaise. C'est le son de Missing, ouais, dédicace à Badja, Selma, Silas, Rabjila et Mimi. Bon, vous l'aurez compris, Amandine fait quand même preuve d'une certaine naïveté à l'époque, comme la plupart des gens qui postaient des vidéos sur YouTube à l'époque. Mais malheureusement, son calvaire ne va pas s'arrêter là. Et c'est comme ça qu'en 2012, Amandine va décrocher un featuring avec Swagman, l'un des artistes les plus influents et les plus respectables à l'époque. Non, pas du tout. Alors bon, en réalité, c'est un peu triste, parce que Swagman, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, c'est un escroc total, et lui, son buzz, il en a pleinement conscience, Il sait comment les gens le voient, il sait comment faire pour faire parler de lui sur Internet, c'est une stratégie rondement menée. Et une collaboration avec Amandine, ça claque pour lui, c'est vraiment le feat du siècle. Alors il va complètement l'utiliser pour faire de l'argent, du buzz et du clout, et tout garder pour sa gueule. C'était clairement le prime de Amandine du 38, et après ça on a lentement perdu sa trace jusqu'à une interview récente où elle revient sur cette étape particulièrement traumatisante de sa vie. Aujourd'hui elle fait de la pâtisserie, elle a eu plusieurs enfants et elle est devenue musulmane, et je pense que tout ce qu'on peut faire collectivement en tant que personnes qui ont plus ou moins indirectement participé à son harcèlement, c'est lui souhaiter qu'elle soit heureuse. Cependant, une légende ne s'éteint jamais totalement, et si Amandine du 38 est redevenue anonyme, elle a quand même laissé derrière elle le ACU. Je voulais juste briller, c'est du rap, tout ira, c'est du rap, tout ira. Le ACU, autrement appelé le Amandine Cinematic Universe, et je vous jure, c'est pas une blague, ça existe, désigne plusieurs personnes de l'époque ayant produit des bad buzz, souvent grâce au rap, et ce malgré l'absence de lien de parenté entre tous les vidéastes rassemblés par la communauté sous ce nom. En outre, Amandine, on y retrouve Delphine du 67 par exemple, qui, en réécoutant les paroles, m'a un peu interpellé sur le fait que c'était possiblement une personne en détresse qui devait subir des choses pas ouf. T'as pas besoin de m'appeler, moi je tournerai plus dans vos caves. J'ai juste besoin de votre shit et votre alcool. Pas besoin de votre dans ma tête ou dans ma bouche. Moi je n'avalerai plus votre. Mais dans un registre beaucoup moins deep, un autre personnage du ACU, Alex du 76. Je voulais juste briller, là aussi un clip très connu qui est d'un mauvais goût tel que très rapidement, mais vraiment genre je pense en une semaine, le clip devient ultra viral et iconique sur l'internet français des années 2010. Ce qui aurait pu rester un simple essai rapologique maladroit se transforme en même cultissime. La gestuelle figée, les punchlines improbables, l'énergie étrange, les danseuses de club de hip-hop de Saint-Germain, les Claudines, enfin bref, tout contribue à rendre ce clip inoubliable. Bon, alors en vérité, j'en parle parce que c'est un peu un incontournable quand on parle de ces sujets-là, mais en réalité, on sait pas grand-chose sur ce Alex. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Internet le concernant. On sait juste qu'il vient du 76. Bon, voilà, je suis pas Bruce Wayne non plus. Mais pour moi, un peu à l'image d'un Cortex, mais en pire, Alex a subi un matraquage de la part des youtubeurs de l'époque qui ont vu en lui, au-delà d'un rappeur un peu cringe, une usine à clics en le clashant. Et clasher un rappeur comme Alex avec son clip un peu nulos, c'est comme mettre un chassé à une grand-mère. Tout le monde peut le faire et c'est facile. Que t'as trépassé. Oh, regardez comme il a le rythme dans la peau. Oh. Attention, il ne s'agit pas ici de blâmer Seb Lafrite, déjà parce que c'est un gamin de 14 ans. Aussi, c'était clairement la méta sur YouTube à l'époque, et moi-même, j'ai dû cliquer et me marrer devant la vidéo à l'époque, donc bon, je suis autant coupable que lui. C'est d'ailleurs un des trucs qui avait dégoûté Antoine Daniel de continuer What the Cut. Il s'était rendu compte que critiquer les randoms d'internet qui avaient rien demandé en les exposant comme ça à la moquerie intense de millions d'adolescents prépubères, c'était peut-être pas le top en termes de karma et de satisfaction professionnelle, et je le comprends. D'ailleurs, anecdote amusante, la fameuse conférence de Antoine Daniel dont il parle souvent et qui a été l'élément déclencheur de sa fin de carrière sur YouTube, j'y étais, je vous jure. Et comme à l'époque j'étais très très fan de Fred et Seb du joueur du grenier, j'avais raté la séance de dédicace et j'ai demandé une photo alors qu'ils étaient en train de faire une conférence. Voilà, je vous mets l'extrait comme ça, j'aurais mis moi aussi un petit peu de mon cringe dans la vidéo. J'aimerais beaucoup faire une photo avec Fred. Si tu veux, mais on fera ça après alors par contre, histoire de pas gêner tout le monde. Ok, ça Ou alors marche. tu viens sur scène tout de suite. Ok. Mais il y a marqué pas de personne sur scène. Bon, tant pis. Super. On fera une selfie. Allez, question suivante. Une personne sur scène. Ce n'est pas une personne, c'est officiellement une chèvre. Belle, un coup pour voir. Pardon ? Je vais par là parce que je sais pas. C'est une chèvre, vous le voyez, donc on prend une photo. Ah, c'est pour du pub pour du mamelou, c'est officiel du coup. Ça n'est pas une personne sur scène.
Formidable, un selfie. Donc, question suivante, Billy. Alors, je voulais bomber. Cette danse de Billy, il est sublime. Par contre, du coup, t'as ton écharpe qui est nouée entre tes, et du coup, entre tes jambes, on a l'impression que, bref, voilà. On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, mozzarella. Alors celui-là c'est un exemple très parlant de ce que j'expliquais sur les vidéos de Seb. On va parler de Tiki Boss, un rappeur qui perce en 2014 avec le morceau Mozart. Et bon bah c'est pas ouf, hein. C'est blindé d'autotune mal maîtrisé et le refrain est centré sur une blague nulle. On dit que Mozart est mort, mais quand j'ouvre mon frigo, mozzarella. Et j'ai toujours détesté cette blague, même à l'époque, vraiment. Pas parce qu'elle est nulle, non, mais parce qu'elle ne respecte en aucun point la déontologie et le cahier des charges nécessaires pour porter le qualificatif de blague. Pourquoi ? Bah c'est simple, parce que l'effet humoristique recherché repose là manifestement sur une homophonie partielle entre Mozart et mozzarella. Mais l'approximation phonétique est assez discutable, je pense. Les deux mots, Mozart et mozzarella, ne se prononcent pas de manière identique, ni même très proche. Personne ne dit « Hey, regardez, moi je viens de stream la dernière symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart ». Personne, ok ? C'est un peu long. De plus, aucune transition narrative ou logique ne permet de relier les deux idées. Il n'y a pas d'effet de surprise, ni d'inversion de sens, ni de double lecture. Juste une espèce de juxtaposition arbitraire que Monsieur Tiki Boss a jugé bon de mettre dans un refrain. C'est long là, non ? Par ailleurs, je tenais à dire quand même aussi que sur le plan ontologique, la blague soulève une confusion entre l'existence physique d'un aliment périssable et l'existence passée d'un être humain. Ça n'a rien à voir, hein, entre un compositeur de surcroît. La présence de mozzarella dans le frigo ne saurait en aucun cas constituer une preuve, même symbolique, du fait que Mozart est vivant. Et ce serait une erreur de catégorie au sens de Gilbert Ryle. Et enfin, en matière pragmatique, il faut se demander quelle est l'intention réelle du locuteur. Que souhaite-t-il faire ? Est-ce qu'il souhaite nous faire rire, susciter la surprise ? Je sais pas, démontrer une forme de pensée associative absurde. Bref, quelle que soit la volonté, le résultat est un énoncé déficient, dont le mécanisme humoristique repose sur un amalgame faible et une rhétorique déficiente. Et en vrai, si on pousse l'analyse, cette phrase repose même sur une confusion de catégories. Je dirais même une erreur ontologique. Tu ne mets pas sur le même plan un humain mort au XVIIIe siècle et une boule de lait caillé conservée sous vide. C'est pas juste maladroit, c'est conceptuellement erroné. Bref, ça me fait pas rire, pas parce que je suis trop sérieux, mais parce qu'il y a rien à rire. C'est pas une blague, c'est une phrase aléatoire qui a pris la confiance. Ouais, je viens de me faire larguer si vous vous posez la question. Alors oui, ça a été son seul petit succès sur internet. Oui, il a continué la musique sous un autre nom, You Win the Battle. Et j'étais assez surpris dans une interview que en fait c'est un Rastafari, fan de Bob Marley et de la Jamaïque, qui est dans toute une philosophie très rasta, alors que tout le monde le prenait pour un troll. Et non. Je ne ferai pas de blague sur Kalash criminel. Ça serait du racisme anti. Manifestement, sa spécialité, c'était vraiment les vannes type groupe Facebook pas très drôle des années 2010. Il a par exemple dit « Mon iPhone est polygame, il a 16 go. Comme Napoléon, j'ai un bon appart. » Ou encore « Les haineux ont cassé mon pare-brise, Carglass remplace. » Bref, peut-être pas le plus marquant, mais je devais quand même le mentionner dans cette vidéo. Si tu roules avec moi, baby, j'ai ma plaque. Bon, Swagman, on va pas trop s'attarder dessus, parce que non seulement il est pas à plaindre au vu de toutes les sauces qu'il a mangées, mais en plus il y a une assez grosse vidéo qui est sortie il y a quelques mois et qui résume plutôt bien sa carrière et les nombreuses affaires qu'il a au cul. Mais pour faire simple, Swagman, c'est un arnaqueur de rang S qui a réussi à percer sur internet et qui a sciemment joué avec son image de personnage tout droit sorti d'un film de Guy Ritchie pour gagner en visibilité. Mais plus que ça, il a aussi su capitaliser sur tous les plateaux télé qui sont tombés dans son jeu, les médias, pour se faire un maximum d'audience. Comment ça se fait que tout le monde te connaît, tout le monde a vu des vidéos, mais il n'y a pas encore d'album, il n'y a pas... Qu'est-ce qui se passe, Swagman? C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est baiser de gars, ouais. Non, je plaisante, c'est... En fait, il n'y a pas d'album pour la simple bonne raison, c'est que... En combinant provocation, clash, autopromotion à outrance, c'est clairement un des premiers à avoir maîtrisé cette technique à ce point. Et c'était un maître en la matière à l'époque, on pouvait pas lui enlever. Tout le monde pensait que c'était juste un espèce de cliché ambulant, mais non, il était en fait bien plus malin qu'il en avait l'air. Il a fait son ascension en se basant sur le buzz au début du YouTube français, en se basant sur ce que les gens qui n'aiment
pas le rap s'imagine quand il pense à un rappeur, hein, un mec insupportable, tatoué de partout, qui a pas l'air très intelligent, s'exprime pas très bien, le tout avec un ego surdimensionné. Et à l'époque, ça va assez loin, hein, il devient même quasiment une icône de la pop culture internet des années 2000, en inventant même des termes comme posey et un tas de mots qui finissent en hey que Booba utilise encore aujourd'hui et qui rentreront dans le langage commun à l'époque. Sauf, bizarrement, Black Card, inspiré beaucoup du rap du sud des États-Unis, en vogue un peu à l'époque et que je trouve particulièrement réussi en vrai. Et plutôt avant-gardiste quand on voit que Hamza et que Kra s'y mettront quasiment 3 ans plus tard, avec certes beaucoup plus de talent que Swagman. Tu veux manger quoi? Tu veux porter quoi? Baby, j'ai ma placard. Derrière son image de clown, Swagman aussi fait énormément d'argent avec des arnaques, du blanchiment, bref, un vrai petit business parallèle. Et il est en quelque sorte le premier arnaqueur influenceur de France. Et là encore, il a été tristement précurseur dans ce domaine, je trouve. Pour moi, le seul qui a su à peu près maîtriser ce niveau de bad buzz sur internet, c'était Michael Vendetta qui avait tout explosé à l'époque sur Skyblog. C'est un peu l'ancêtre de Swagman. Je suis vraiment un pur beau gosse, mec musclé, beau visage et qui s'habille classe et que voilà, il a de l'ambition, il n'y a pas. J'aime pas les moches, hein, donc je parle pas aux moches. Enfin, moi en fait, c'est pas trop mes amis parce qu'en fait tout ce qui se ressemble, ça semble. J'ai supprimé tous mes potes et tout, j'ai dit allez cassez-vous, ils servaient à rien. Tu te sens supérieur aux autres? Oui, bien sûr. Totalement. Rien que par rapport à l'aspect vestimentaire, par rapport à votre physique. Bref, Ryan aka Swagman, c'est l'exemple parfait du gars qui a su tirer profit de son propre bad buzz en se transformant en une sorte de produit commercial à part entière avec tout ce qui est méta au rap, c'est-à-dire le clip, l'image, les interventions, le clash, bref, tout sauf bien rappé en gros. Hein. Le tout en restant une figure incontournable des premiers âges de l'internet français. On peut le détester, et à juste titre, hein, mais il faut admettre qu'il a ouvert la voie à un type de célébrité assez chiant, presque visionnaire, qui combine l'absurde et le business à merveille. C'est Morsaille, truand de la galère, tu nous connais. En plus, ça clé encore pas de clic, on va vous baiser. Internet a cette manie de créer des légendes à partir de pas grand chose et de transformer des génies esselés en des stars incomprises du jour au lendemain. Et parmi les plus connus, il y en a une qui a traversé les années, voire même les décennies, et dont on continue à parler, c'est Morsaille. Si vous traîniez sur YouTube à la fin des années 2000, vous avez forcément croisé la route de Mohamed Mehadji, connu sous le doux nom de Morsaille. À l'époque, Morsaille, c'était le symbole de la caricature du rappeur raté, un personnage que tout le monde prenait un malin plaisir à démonter. Moqué, parodié, tourné en ridicule, il incarnait malgré lui tout ce qu'Internet adorait détester. Tout commence en 2008 avec une vidéo devenue culte, un clash enragé contre Skyrock, la radio, où il crie, gesticule et balance des insultes improbables qui vont très rapidement devenir cultes. On est venu à Skyrock, perçant 340 bâtards facho, nous c'est 30 la galère, on a un album ambiance Stock Ghetto Volume 2, il sort samedi prochain, Inch'Allah. Regardez les t-shirts de beaux gosses, mon frère, 30 la galère, on va pas tester que ça. Tous ceux qui ont nos t-shirts comme ça, c'est eux, c'est pas n'importe quoi. On va tester quelqu'un d'autre, cousin. Ça c'est la famille de Moussak. En quelques jours, la vidéo explose et devient virale. Mais pas pour les raisons qu'il espérait, Internet le prend pour une blague vivante. Forum, YouTube, Skyblog, Facebook, tout le monde s'acharne sur lui, le ridiculise et il devient l'un des premiers grands mèmes du web français. Mais là où beaucoup auraient fui, Morsaille a fait quelque chose d'assez génial. Il a fait le contraire, hein. Il a compris qu'il pouvait tirer profit de tout ce qui se passait. Plutôt que de se défendre ou de se faire oublier, il a choisi d'en rajouter des couches, mais vraiment beaucoup de couches. Il publie encore plus de vidéos, continue à provoquer, s'invente un personnage de rappeur censuré alors que personne l'a censuré, et surtout, il transforme sa notoriété en business. Son collectif Truand de la galère commence à vendre des t-shirts, et grâce au buzz, il en écoule des milliers. Morsaille, que tout le monde pensait être juste un guignol du net, est en train de gagner de l'argent avec son propre bad buzz sur le dos des gens qui le clashent. Et ça va prendre une tournure encore plus grande lorsqu'il va se faire clasher par un random d'internet du nom de Vince Neil, une caricature du bourgeois droitard, raciste, riche, pour qui Morsaille incarnait tout ce qu'il détestait, la racaille entre gros guillemets. Ah, comme vous voyez, je suis en train de me mater un petit livre là, La France gourmande. Et oui, c'est pour tous ceux qui me disent mangeur de cochon, plein de bonnes recettes au cochon. Bon ben voilà, écoute, Morsaille, tu disais ouais, moi je suis mec de cité, je resterai toujours cité et tout. Écoute, t'as bien raison, moi écoute, je suis mec de ville avec piscine et je te jure, moi je représenterai toujours les mecs avec ville avec piscine, je resterai toujours mec avec ville avec piscine et tout ça. Et ouais, allez, ciao, à plus hein. Deux clichés ambulants qui vont polariser
toute la haine de l'internet français, entre d'un côté la street de Morsay et de l'autre côté les racistes. Je vulgarise, mais c'est un peu ça qui va se passer. Tout le monde sur YouTube et Facebook suivait ce ping-pong de réponses comme si c'était une série télévisée. Je me souviens très très bien, on attendait les réponses à chaque fois et ça ne s'arrêtait pas. Chacun surenchérissait mais de manière complètement démesurée à chaque vidéo, que ce soit leur richesse ou leur véhicule. D'ailleurs, c'est après avoir comparé leur voiture de luxe un à un que Vince Neil va lui montrer son hélicoptère perso garé sur la cour de sa maison, et Morsay va faire ce que j'estime être la surenchère de trop, mais qui va marquer internet et qui deviendra un mème culte que vous connaissez forcément même si vous n'avez pas connu ce feuilleton. Qu'est-ce que c'est ce truc là aussi? Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Vince de national, mon nez armé, chargé, calibré, bâtard. D'ailleurs, pour les quelques personnes qui se souviennent et qui se demandent ce qu'est devenu Vince Neil, alors Morsay va annoncer dans une interview que il est mort et que la justice l'a accusé pour finalement se rendre compte qu'il n'était pas lié à sa mort, sauf que en fait pas du tout, il est pas mort, il est juste devenu politicien. Je vous donne pas le parti politique, je pense que vous avez deviné. Et il n'y a rien non plus dans le code des collectivités territoriales qui me l'interdit. Voilà. Bon, je suis pas très surpris, je m'attendais pas à ce qu'ils deviennent communistes. Puis ces vidéos à l'époque étaient bourrées de clichés racistes contre Morsay. Il y a pas mal d'images qui ont disparu et que j'ai pas réussi à retrouver, mais c'était vraiment assez hard des fois. Mais Morsay ne va pas s'arrêter là puisqu'il va sortir son film La Vengeance, sorti en 2011, film que tout le monde connaît ou en tout cas a entendu parler, une tentative de long métrage qui va se transformer en un des pires nanars de l'histoire du cinéma français. Qu'avez-vous à nous dire pour votre défense? La parole vous est donnée. Madame la juge, on est innocent. Voilà, j'étais avec mon frère tranquillement sur un banc, on était en train de discuter tranquillement, on n'a rien fait de mal, et jusqu'à il y a des agents de police qui sont venus commencer à nous contrôler. Mal joué, mal monté, bourré d'incohérences, c'est une catastrophe absolue, mais une catastrophe assez fascinante. Et comme tout ce que touche Morsay sur internet devient de l'or, le film va devenir instantanément culte. Les critiques en parlent comme d'un chef-d'œuvre du n'importe quoi, et se retrouvent projetés dans les soirées entre amis où on le regarde en rigolant avec le même plaisir coupable qu'un The Room de Tommy Wiseau. Et ce qui est fou avec Morsay, c'est que tout le monde le voyait comme un loser, mais en réalité c'est lui qui avait tout compris avant tout le monde, et surtout les mécanismes d'internet à l'époque, avant que ce soit aussi modéré qu'aujourd'hui, avant l'ère des influenceurs, des youtubeurs polémiques, et avant même que le mot bad buzz soit un concept connu. Lui l'a pris, l'a utilisé comme une arme, et il savait que tant qu'on parlait de lui, il existait. Internet a fait de Morsay une caricature sortie tout droit du fantasme et de l'imaginaire collectif d'une bonne partie des gens, en gros une racaille écervelée, un clochard de la street bon à moquer, mais en réalité il était loin de ce cliché. D'ailleurs, avant le buzz, il a été mannequin pour des grandes marques, il a même été champion de boxe, et surtout il a été un entrepreneur malin, il faut le dire. Loin d'être victime du cyberharcèlement, lui carrément il en a fait sa force, il a retourné à son avantage plutôt que de fuir, il a embrassé le bad buzz, provoqué encore plus et transformé la haine en notoriété, là où internet le pensait ridicule, en fait c'est lui qui tirait les ficelles. Preuve que parfois, en jouant avec l'image qu'on veut t'imposer, tu finis par en prendre le contrôle. Alors là, un classique ultime, mais vraiment, je pense que le morceau dont on va parler s'assoit non seulement à la table de Zoo de Caris et Fusil de SCH, mais en plus, il s'assoit et il les regarde droit dans les yeux et leur demande d'aller chercher une canette. Je veux bien sûr parler du rap DCP. On l'a tous déjà entendu, on a pu trouver ça mignon, les aigris les ont détestés à l'époque, alors que c'était juste des enfants de 6 ans, je rappelle. La vidéo est remplie de légendes. Qui sont ces enfants? Qui l'a écrit pour eux? Dans quelle école? Combien de vues la vidéo a? 39 millions. What? Pour vous donner un ordre d'idée, même Lelo n'a aucun clip qui a fait autant de vues. Bonjour, on se présente, nous sommes les classes de CP. Avec Antoine et Olga, ils nous apprennent à rapper. Aussi lire et écrire et puis compter, on est d'accord. Si tu ne sais pas faire ça, et va dans la vie, toi t'es mort. Alors plusieurs informations en vrac sur ce clip qui a marqué son époque. Je sais pas ce qui met le plus un coup de vieux entre le fait que le Covid c'était il y a une moitié de décennie ou que le petit de cette école qui rappe ont eu 20 ans cette année. Il existe quelques vidéos sur internet de gens qui ont mené des enquêtes et ont réussi à retrouver les petits de la vidéo pour leur demander de raconter un peu l'histoire de cette musique et comment ils l'ont vécu. La prod est faite par Dappy Prod, Dappy comme pomme Dappy vraiment, et je vous jure c'est pas une vanne, il a même un profil sur Genius et il y a même un rappeur qui a aussi posé sur cette prod. Et enfin l'un des enfants de la classe a fait un freestyle sur Skyrock il y a pas très longtemps. Enfin
Enfin, je crois. Yo maman, c'est toi qui m'as donné ton sein, c'est toi qui m'as mis sur cette planète. Si ces rappeurs nous ont autant marqué, c'est pas juste parce qu'ils étaient drôles ou gênants, hein. C'est parce qu'ils incarnaient, un peu à leur manière, des peurs qu'on n'ose pas toujours regarder en face. Swagman, c'est l'extravagance poussée à son maximum, qu'on n'oserait jamais être. Morsay, qui finalement savait très bien ce qu'il faisait, c'est le miroir de notre peur d'être bête, de passer pour un idiot ou de pas être pris au sérieux par les gens. Et en vrai, les moqueries, le harcèlement, les vidéos détournées, ça vient pas toujours d'une volonté d'être mauvais. C'est souvent un réflexe inconscient, un moyen de se rassurer. On se moque de celui qui tombe à côté de nous pour ne pas avoir à se demander si on pouvait tomber pareil. Quand on rit, en fait, c'est pas parce que c'est fondamentalement drôle. Souvent, c'est parfois une manière d'extérioriser. Et on se dit, ouf, c'est pas moi à sa place. Et ça nous rend heureux. Il y a un truc presque tribal là-dedans, un peu comme chez les loups, où le groupe se renforce en s'acharnant sur celui qui détonne. Pas parce qu'il ralentit la meute, mais parce que exclure et se liguer contre le loup le plus faible, ça soude les autres loups de la meute. Ça crée un sentiment d'unité artificielle. Et c'est ce qui se passe sur Internet aussi. On se ligue contre une seule cible pour se sentir un peu plus à l'abri, un peu plus ensemble. Et désolé, hein, je déteste les fausses analogies entre humains et animaux, mais bon, celle-là je la trouve bien. Tant que je vends pas de formation pour devenir mal alpha, j'ai le droit. Mais surtout, ce que je voulais dire, et ce que ça m'a appris de revoir tout ça et de fouiller toutes ces archives, c'est que faut pas avoir peur d'être celui dont on se moque. Faut pas avoir peur d'être mauvais au début. Tout le monde commence de manière bancale. Tout le monde a eu une phase un peu gênante. C'est juste que des fois, il y avait une caméra et ça finit comme ça. Un moment où c'était pas maîtrisé et c'est normal et c'est pas grave. Et c'est même là que ça devient intéressant. Tenez, par exemple, ça c'est moi en train d'essayer de rapper à 17 ans, alors qu'en fait j'imitais juste Jazzy Bass et mal en plus. Un MC sorti de nulle part, j'ai entendu des choses à mon égard, j'accepte de redresser moi avant que je m'égare. J'essaie d'avaler le fond de mon verre, mes cavaliers ne sont et resteront des petits prolétaires. Ne cherche pas de militantisme dans mes textes de rap, sinon je ferais de la politique avec une tête de schlag. J'ai vite compris que je kiffais pas plus que ça rapper et ça m'a amené à parler de rap sur YouTube. Donc s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est faites-le, hein. Lancez-vous, même si c'est mal fait, même si c'est chelou, même si vous avez honte après, parce que au pire, si c'est vraiment nul, vous aurez la chance d'avoir fait rire la France entière. Et ça, même Sophie Aram n'y arrive pas alors que c'est son métier. Mais surtout parce que ceux qui rigolent aujourd'hui, c'est souvent ceux qui n'oseront pas demain et n'oseront jamais. Il va sortir chez Xbox 360, PC et PS3. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Mais je sais que c'est le fameux Indiana Jones. Oui. C'est bon là, quand tu rentres, tu souris jamais. Je suis ta sœur, hein, quand même. Je suis ta sœur, et alors? Voilà. Donne ta rondelle, Jean-Marie Le Pen. Et quand je fais, tu frissonnes du cul. Les vrais bonhommes, les gros youvois, les gens bien même, c'est même pas ce peu mon des youvois. Ils rigolent de vous pendant que je suis les vomères les pubs. Moi je m'appelle Amassou, je vois les sacs à main, je braque les banques et alors le pouvoir. Et on va pas en classe sur Cyprien, le mongolien, Cyprien, le petit vaurien, le moins que rien. As-tu vu les canailles? Waouh! As-tu vu les belles canailles? Et encore merci au sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN. N'oubliez pas, en cliquant sur le lien en description, vous avez 4 mois offerts et 83% de réduction. Vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.